Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part suivre le combat d'un homme pour sa liberté, mais aussi pour être reconnu comme personne à part entière. L'esclave Furcy a défié tous les codes de son époque uniquement pour revendiquer des droits qui nous paraissent anodins aujourd'hui. C'est parti. L'esclavage existe depuis l'Antiquité et la traite négrière s'organise à partir du 7e siècle, sous l'impulsion des marchands musulmans. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les Européens se lancent à leur tour dans ce commerce macabre, et c'est au XVIIIe siècle que la traite des nègres devient une industrie, principalement avec le besoin de main-d'œuvre en Amérique. Les navires partent d'Europe, chargés de produits tels que tissus, alcool, bijoux, etc. Puis font escale en Afrique de l'Ouest, où ils échangent leurs marchandises contre des esclaves, soit des marchands, soit directement avec des chefs de tribus qui s'enrichissent par ce biais. Les esclaves sont marqués au fer rouge, marque de propriété, car ils sont considérés comme des biens meubles, puis littéralement entassés dans les navires. On doit transporter le plus d'esclaves possible. Un médecin chirurgien est présent à bord des navires négriers, non pas pour veiller au bien-être des esclaves, mais pour limiter le nombre de morts. Chaque esclave qui décède le long de la traversée représente un profit perdu, mais en moyenne, c'est 10% des esclaves qui meurent pendant le trajet. Ceux qui survivent sont vendus en Amérique ou dans les départements d'outre-mer. Ils partent travailler dans les mines et les plantations, où le travail est harassant et beaucoup meurent d'épuisement ou de mauvais traitements. Les plus chanceux seront les esclaves de maison. Ce sont ceux qui travaillent dans la maison du maître pour des tâches d'intendance ou d'administration. Les marrons, ceux qui essaient de s'enfuir, sont soit exécutés pour l'exemple, soit très sévèrement punis. Les esclaves peuvent être affranchis par leur maître, c'est-à-dire retrouver leur liberté et être payés pour leur travail, mais cela arrive très rarement. Malgré tout, le maître a quelques obligations envers ses esclaves. Il doit les baptiser et leur fournir une sépulture décente à leur décès, les nourrir au moins une fois par jour, les loger et les vêtir. Il ne peut pas séparer un enfant de sa mère avant qu'il soit pubère, cependant chaque enfant né sur les terres du maître devient automatiquement un esclave, et les châtiments corporels trop violents sont interdits. Malgré tout, ces dispositions ne sont pas toujours respectées. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les révoltes d'esclaves se multiplient. Certaines communautés arriveront même à obtenir une indépendance, et les penseurs des Lumières dénoncent l'esclavage. Après la Révolution française, la chute de la monarchie, la Déclaration des droits de l'homme et les nouvelles idées qui germent dans la toute nouvelle démocratie, une première abolition de l'esclavage est proclamée en 1794, mais sera révoquée en 1802 sous Napoléon. L'abolition définitive de l'esclavage, suivie de l'émancipation des esclaves, aura lieu en France le 27 avril 1848. Aux alentours de 1759, une petite fille naît en Inde, à Chandernagore. Par son teint foncé, assimilé à une nègre, elle est vendue 2 fois à des maîtres portugais avant d'être achetée par une Française, Mademoiselle Dispense, qui la baptise Madeleine. Elle est emmenée en 1772, encore adolescente, par sa maîtresse à Lorient, en France, et cède son esclave à la famille Routier, une famille bien connue des colons de l'île Bourbon, ancien nom de l'île de la Réunion, à la condition qu'il la ramène dans les Indes en vue de la franchir. La loi stipule à l'époque que chaque esclave posant le pied sur le sol français doit être enregistré auprès de l'amirauté, et que les esclaves emmenés en France ne peuvent être ni vendus ni échangés sur le sol français. Peut-être que dû à ses origines indiennes, sa maîtresse s'est crue dispensée de telles formalités. Cependant, la cession de Madeleine à la famille Routier reste douteuse. De plus, l'absence de liens familiaux ou communautaires de Madeleine ne lui permettent pas de se pourvoir en justice pour obtenir sa liberté. Certainement Madeleine elle-même pensait son statut d'esclave justifié. Ramenée sur l'île Bourbon, elle donne naissance à 3 enfants, sûrement de pères différents. L'aîné, Maurice, né aux alentours de 1775. Vient ensuite Constance, en 1784, dont le père serait un des hommes de la famille Routier. Elle sera affranchie 1 an après sa naissance, mais restera au service des routiers jusqu'à la mort de la dame Routier en 1808, en tant que personne libre de couleur. Le dernier, Furcy, est baptisé en octobre 1786. 2 ans après la mort du maître, en 1787, la veuve Routier demande aux autorités coloniales l'affranchissement de Madeleine en reconnaissance des services rendus, mais aussi pour remplir la dette qu'elle avait contractée en France, car rappelez-vous, Madeleine ne lui avait été confiée qu'à la condition que celle-ci soit affranchie. Le 6 juillet 1789,
Madeleine est officiellement affranchie mais n'en est pas informée. Pendant 19 ans, elle va continuer à servir la famille Routhier, durant lesquels auront lieu la Révolution française et l'abolition de l'esclavage décrétée en 1794, mais jamais appliquée en Martinique ni à La Réunion. Ce n'est qu'à la mort de la veuve Routhier, en 1808, qu'elle apprend son statut d'affranchie, et que de fait ses maîtres lui doivent 19 ans de salaire, une somme considérable à l'époque. Madeleine tente alors de négocier cette somme contre l'affranchissement de son fils Fursy, qui est l'esclave de Joseph Laurie, gendre et héritier des Routhiers. Mais faisant mine d'accepter, celui-ci profite de son illettrisme pour lui faire signer des papiers faisant de Fursy son esclave à vie. Madeleine meurt la même année que sa maîtresse, en 1808. Le jeune Fursy, confié aux soins de Joseph Laurie, apprend à lire et à écrire, et devient un esclave de maison occupant le poste de l'intendant de la maison Laurie. En 1817, Fursy a 30 ans, l'âge auquel sa mère avait été affranchie. L'île de Bourbon voit s'opérer un changement de personnel judiciaire initié au moment de la Restauration, et il découvre également la vérité sur le statut de sa mère. Le 22 novembre de cette année, un conflit éclate entre Fursy et son maître Joseph Laurie, dont les causes sont inconnues. Fursy quitte alors son poste sur le motif qu'il est un homme libre et qu'il veut jouir des droits qui en découlent. Laurie le déclare alors marron, c'est le terme employé pour les esclaves fugitifs. Il est alors arrêté au domicile de sa concubine et mère de ses enfants. Sa sœur Constance demande alors au nouveau procureur général, Louis-Gilbert Boucher, de bien vouloir ouvrir une enquête sur l'esclavage illégal de son frère. Elle s'adresse à lui en raison de ses sympathies républicaines et anti-esclavagistes. Bien qu'il fût prouvé que c'est à cause de la famille Routhier, qui a tant tardé à affranchir Madeleine alors qu'il s'y était engagé, que Fursy est né esclave, l'argument sera débouté. Il perd son premier procès et est emprisonné à l'île de Bourbon, reconnu coupable de marronnage. Il doit rester en prison 1 mois, mais il y reste presque 1 an. L'année suivante, Fursy perd son appel au tribunal colonial supérieur. Laurie le sort de sa prison et l'envoie sans papier officiel sur l'île de France, ancien nom de l'île Maurice, qui a été conquise par les Britanniques. Il est exploité sur une vaste plantation de la sœur de Laurie, comme ouvrier puis charpentier. Fursy ne perd pas de vue son objectif pour autant. Il écrit cette longue lettre aux autorités françaises et britanniques afin d'attirer l'attention sur sa revendication de liberté. Entre-temps, le gouverneur Philippe de Bassens chasse le procureur Boucher en le mutant en métropole, ainsi que tous ceux qui ont aidé Fursy, afin d'éteindre chez les esclaves toute envie de réclamer une liberté. Car les propriétaires terriens redoutent une brèche juridique qui permettrait à 15 000 esclaves de recouvrer leur liberté. Tout au long de son incarcération, Fursy entretiendra une correspondance suivie avec le procureur Boucher, qui témoignera de son entêtement, de sa persévérance, mais aussi à quel point sa famille et ses enfants lui manquaient. En 1829, Fursy réclame sa liberté auprès des autorités anglaises, qui finissent par l'affranchir car à son arrivée sur l'île, Joseph Laurie ne l'a pas enregistré ni sur le bateau qui l'a amené, ni à la douane. Son entrée sur l'île en tant qu'esclave n'est donc pas valide. À sa libération, il s'établit sur l'île en tant que confiseur et devient une célébrité locale. Son commerce lui permet d'amasser des économies et rachète même 2 esclaves, juste avant l'abolition de l'esclavage sur l'île Maurice en 1836. Il se lance alors dans une procédure d'indemnisation. En 1835, il monte à Paris pour assister à son procès en cassation. L'affaire fait grand bruit dans la presse parisienne en raison de son caractère peu commun. En effet, il est extrêmement rare qu'un esclave porte plainte contre son propre maître. Le 23 décembre 1843, Fursy obtient gain de cause après 26 ans de bataille judiciaire. La Cour royale de Paris, la Cour de renvoi, déclare que Fursy est né en liberté. Celui-ci vient de fêter ses 56 ans. La Cour lui a donné raison car sa mère était d'origine indienne et son père était un colon blanc. Et donc pas considéré comme un nègre, il n'aurait jamais dû être réduit en esclavage, sa mère non plus. Il demande réparation pour sa vie d'esclave aux héritiers Laurie et obtient la somme de 10 000 francs, ce qui met fin à toute la procédure judiciaire. Par la suite, il ajoute Joseph à son nom et continue à gagner sa vie dans sa confiserie sur l'île Maurice. Il épousera par la suite une Mauricienne libre de couleur. Fursy meurt le 12 mars 1856 à l'île Maurice à l'âge de 70 ans. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le combat acharné de Fursy qui, malgré les obstacles, ne demandait qu'à être traité en être humain. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.